une question, c'est qu'est-ce qui fait événement d'un véritable travail dans notre temps? Et c'est une vraie question quand dans le monde dans lequel on vit, il n'y a plus d'espace qui puisse faire que soit reconnu et mesuré un véritable travail. Ce livre est la somme d'un travail très important d'Ingrid Doriol et je trouvais que c'était important qu'on célèbre la sortie de ce livre. C'est un ensemble de textes dont le premier, je l'ai lu en 2000, donc il y a quelques années, et c'est un texte qui m'a beaucoup marqué et qui est très éclairant pour tous ceux qui connaissent le travail de ce que j'ai appelé tout à l'heure la psychologie méditative et tout le travail sur les mondes et les couleurs. Donc, tout ça pour dire que ça fait de très nombreuses années qu'Ingrid Doriol travaille, que ce livre est le résultat d'un travail important, assez unique. Je ne vais pas en dire trop parce que François va prendre la parole dans quelques minutes, mais voilà, je voulais juste expliquer pourquoi nous faisons ça et dire à tous ceux qui se joignent à nous que vous êtes vraiment bienvenus ici. Merci. Alors, je suis évidemment tout à fait heureux de pouvoir parler. Au fond, j'aimerais dire une seule chose à propos de ce livre. J'aimerais vous faire comprendre pourquoi j'ai été très très heureux de lire ce livre. Et la raison profonde, c'est que c'est un livre profondément intelligent. Et donc ce que je voudrais essayer d'exposer ici, c'est que le titre « Intelligence du corps » est un titre qui nous permet de comprendre quelque chose de fondamental à l'intelligence. Alors je me disais, comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça, etc. Alors il se trouve que j'ai eu le dernier article de Danielle Moise, dans lequel elle dit quelque chose qui me paraît merveilleusement adapté pour vous faire entrer dans ce que je voudrais expliquer en ce moment. Alors c'est un article qui est consacré à la thérapie des gens qui sont atteints de la maladie Alzheimer. Alors, je vous lis simplement quelques phrases. Il faut justement renoncer à tout effort d'explication pour entrer dans un monde où le langage rationnel n'a plus de place. Ne parlez plus de rose à des malades en phase avancée de la maladie, nous expliqua M. Bouvier, mais faites-la leur sentir. Et le monde d'autrefois leur sera restitué. Ne leur expliquez pas comment faire de la bicyclette. Mettez ceux que leur corps n'a pas encore trahis sur un vélo et leur corps fera le reste. Je pense que ces deux phrases vous permettent d'entrevoir ce que je veux exposer à présent, à savoir que l'intelligence du corps, cela ne signifie pas seulement l'intelligence que nous pouvons avoir du corps, mais ça veut dire d'abord l'intelligence qu'est le corps. Et ce livre a ceci de tout à fait, j'allais dire nouveau, mais au fond, le mot n'a aucune importance. Ça n'est pas nouveau, c'est pas le nouveau qui est important. Il a ceci d'essentiel qu'il permet de faire entrevoir ce que cela signifie que le corps est intelligent. Ce qu'il y a de tout à fait étonnant
dans ce que je viens de dire, c'est que l'on quitte la manière de penser qui est dominante depuis, on peut dire, depuis la Renaissance, et qui est l'idée que ce qui constitue l'être humain, c'est la distinction entre l'âme et le corps. Donc le corps, par exemple, excusez-moi, j'allais de nouveau commencer à faire un cours de philosophie, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le corps est intelligent. Alors, ce qu'explique ce livre, c'est ceci, c'est que le corps est intelligent parce que le corps lui-même déjà existe. C'est-à-dire, la manière d'être de l'être humain, que nous avons tous entendu cela, etc., que la caractéristique fondamentale de l'être humain, c'est l'existence, et donc nous pensons spontanément que l'existence est une caractéristique du côté intellectuel, de l'intelligence, de la... Or, ce que ce livre met... c'est ça qui est profondément émouvant. Quand je dis que c'est un livre intelligent, ce que je veux dire, c'est qu'on voit comment ce livre est constamment en train d'aller à la limite possible de notre manière de concevoir les choses d'aujourd'hui pour faire apparaître quelque chose qui est encore difficile à apercevoir, donc extrêmement difficile à dire. C'est pourquoi ma formule « le corps existe », c'est une formule, ça n'est encore qu'une formule, mais il faut la comprendre dans toute son extension, c'est-à-dire que le corps, au fond, pour dire la chose, si vous me permettez une insistance de ce genre, le corps, nous devons cesser de comprendre le corps comme on l'a compris depuis que l'on parle du corps. Une chose tout à fait remarquable, c'est que dans notre manière de parler, ce que je suis en train de vous dire en disant c'est quelque chose de très difficile est déjà présent. Et je vais vous en donner la preuve. Nous autres, les philosophes de métier, etc., ça fait des années, enfin plus longtemps que ça, que nous nous plaignons du fait que la manière de traduire ce que Heidegger appelle Leib, c'est très difficile parce que nous n'avons pas de mots pour le traduire. Mais ce n'est pas la peine, c'est le mot corps. Or, le mot corps, il dit quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le mot corps, tel que nous l'employons, dit déjà tout ce que j'essaye de vous dire. Preuve. Si je vous imaginez qu'il y a un chat dans la salle et que ce chat vienne, ronronne, etc., etc. Je ne peux pas dire de ce chat, je ne peux pas dire qu'il a un corps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si je dis « je caresse mon chat », ça a beaucoup de sens. Si je dis « je caresse le corps de mon chat », vous dites « mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» C'est tout simplement parce que nous comprenons spontanément que corps, ça veut dire un corps humain. Et naturellement, métaphoriquement, on finit par dire oui, mais par exemple, le lion a un corps superbe. Mais c'est pas vrai. Le lion n'a pas de corps. Le lion est un lion. Nous autres êtres humains, ça c'est une chose que dit très bien Ingrid. Nous n'avons pas de corps, nous sommes un corps. Et c'est pourquoi je dis c'est ce corps déjà qu'il faut comprendre comme existant. Or, exister, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sortir. Un chat n'a pas de corps parce qu'un chat ne sort pas de lui. Il ne peut pas sortir de lui. Nous autres, nous sommes constamment en train de sortir de nous-mêmes et c'est une performance de notre corps.
Est-ce que... Alors moi, je suis tout prêt maintenant. J'aimerais bien que vous me posiez des questions, parce que ça me faciliterait probablement les choses. Parce que c'est difficile d'arriver à expliquer des choses, parce qu'on ne sait jamais ce que l'on entend. Oui. Vous dites que nous, en tant qu'être humain, on sort Oui. de notre corps. Et alors vous dites que nous, êtres humains, on sort de notre corps et par exemple, pas un chat. Attendez, quand je dis nous sortons de notre corps, ce n'est pas une très bonne manière de dire. Il faudrait dire notre corps sort, nous permet de sortir. Mais un chat ou un lion aussi, un chat ou un lion est aussi en rapport avec autre chose. Donc il sort aussi. C'est tout à fait vrai. Ça, c'est une chose d'ailleurs extrêmement intéressante et qui est aussi présente dans ce livre, à savoir comment arriver à penser ce qu'est la vie d'un être vivant, que ce soit un lion, que ce soit une amibe. C'est très clair que la caractéristique de la vie est une certaine capacité, voilà, mais ça n'est jamais sortir, abandonner. Il est toujours lui-même. L'être humain est capable le corps humain est cette formidable capacité de pouvoir s'oublier. Il y a un rapport fondamental entre le corps et le langage. Le rapport fondamental, c'est que le langage, c'est justement en quelque sorte comment dire, la topographie possible d'un extérieur et d'un intérieur. Parce que d'une certaine façon, si je dis que l'animal ne sort jamais de lui, il n'est jamais en lui. Vous voyez, c'est très, très, très étrange tout ça. Il faut faire très, très attention que toute notre capacité pour arriver à penser ce que c'est qu'un animal et comment un animal vit est constamment recouvert par nos expériences. Je peux vous raconter une anecdote qui m'amuse beaucoup parce que c'était quelque chose qui faisait beaucoup rire Jean Beaufray. Un jour, Jean Beaufray revient de son dentiste et il me raconte que c'était à la rue Monge. Et il y avait une dame qui tenait un petit chien au bout de sa laisse. Et il y avait un caniveau. Le chien était sur le trottoir, la dame était déjà sur les clous, et elle tirait sur la laisse, et le chien, au bout d'un certain temps, la dame dit au chien, quand est-ce que tu vas être raisonnable? C'est profond, cette phrase, parce que nous voulons toujours comprendre l'animal comme si c'était un être humain. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire méprisant. Vous savez qu'une chose qui m'a toujours scandalisé, c'est l'histoire du père Malebranche, qui est un philosophe cartésien, qui disait, vous savez, les animaux, c'était un cartésien, donc il parlait de l'animal machine. L'animal, c'est une machine. Et il disait, vous voyez l'exemple, il prenait un bâton, il tapait sur le chien. Vous voyez, il tape, il fait wa 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 wa, mais c'est une machine. Il ne souffre pas. Il faut. Un animal souffre. Mais la manière de souffrir d'un animal est pour nous quasiment incompréhensible. Parce qu'il ne peut pas... vous comprenez ce que je veux dire? Quand on sait, c'est tout à fait évident pour nous. Nous autres, nous pouvons comprendre. L'animal, d'une certaine façon, il n'est jamais à l'écart de lui-même, donc il ne peut pas. Mais on ne sait pas, on n'est pas un animal, on ne peut pas savoir ce qu'il a dans sa tête. Qu'est-ce qu'on ne peut pas savoir? Vous dites que l'animal, enfin, ne peut pas rentrer, sortir de lui-même comme nous, mais que c'est différent, mais on ne sait pas comment ça se passe dans la tête d'un animal. Je vais vous dire une chose. Je me souviens que, parlant de questions de ce genre, une fois en classe, j'avais dit à mes élèves, vous savez, je vais vous dire, vous allez voir ce que je vais vous dire. Imaginez que vous ayez un chat ou un chien domestique. Je dis, le jour où vous verriez votre animal vous faire un clin d'œil, un peu comme ça, attendez, ce jour-là, attendez. Il ne fait pas. Et il ne fait pas tout simplement parce que ça n'a pas de sens pour lui.
C'est ça que je veux dire, l'écart. Or, la forme, comment dire, la plus patente de cet écart, c'est le langage. C'est le fait, justement. Le langage est constamment un clin d'œil. Tout le temps. C'est à chaque fois que je fais un clin d'œil. Et vous êtes dedans, et vous êtes donc dehors. Vous voyez? C'est ça. Il n'y a pas de dimensionnalité. La façon dont l'animal est dans son environnement, d'ailleurs, vous savez, c'est tout à fait étrange. Le mot allemand pour dire la vie, c'est le mot Leben. Et le mot Leben, c'est tout à fait curieux, parce que enfin bon, le langage est... Le mot Leben a un rapport avec des racines qui signifient la colle. La colle, vous voyez, la glu, le gluten, vous voyez, la racine glue, ça c'est Leben. Alors la vie dans nos langues latines, etc., c'est pas du tout. Mais dans une langue comme l'allemand, il y a autrement dit, l'être humain a entrevu quelque chose sur la forme fondamentale de vie. La vie fondamentale, c'est-à-dire la vie des végétaux, des animaux, des microbes, etc. Tout ça, ça vit comme ça. L'ennui, c'est que j'ai employé un langage qui pourrait être compris comme méprisant. Ce n'est pas du tout méprisant. Nous sommes vivants aussi. Mais notre corps existe. Voilà, c'est à peu près tout ça que je voulais vous dire. Mais si vous avez des questions, oui. Mais le chien, il a des émotions? Pardon. Il a des émotions de peur? Oui, bien sûr. Oui. Un chien peut-être neurasthénique. Un chat peut-être même à la limite pas tout à fait bien dans sa tête, etc. Mais ça ne peut pas être parce qu'il ne peut pas en parler. D'ailleurs, c'est tout à fait caractéristique dans la thérapeutique, quand on parle avec des gens qui s'occupent, c'est que tout ce qu'on appelle maladie mentale chez un être humain est quelque chose qui a un rapport avec un dysfonctionnement du langage. Oui, mais il ne peut pas en parler, mais il le montre. Il le montre, ça veut dire qu'il nous informe de sa peur. Est-ce que ça me... C'est très... Vous avez tout à fait raison de dire tout ça, parce que c'est profondément vrai. Seulement, ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes à moins d'un millimètre de l'animal, et pourtant, nous ne sommes pas du tout où il est lui, et lui ne peut pas être où nous sommes nous. Il n'y a pas de possibilité. Je vais vous raconter une autre anecdote. Je me souviens un jour, on parlait de ça avec Heidegger, et Heidegger racontait qu'il avait l'habitude d'aller faire une promenade avec son chien. Et il disait que c'était très 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 caractéristique parce que nous marchions dans la rue, voilà, c'est un endroit un peu avec presque une campagne. Bon. Il dit, et le chien était avec moi. Et à un certain moment de ma promenade, il m'arrive très très souvent de repenser à des choses qui sont mon travail, et à ce moment-là, je rentre en moi. Il dit, à ce moment-là, le chien rentre à la maison. Cela dit, ça ne veut pas dire que le chien a entendu son maître lui dire « Cher ami, je suis en train de m'occuper d'affaires qui ne vous concernent pas, dont vous pouvez disposer ». C'est tout à fait autre chose. C'est que le chien sente. Mais le problème, c'est que sentir ici, c'est très très difficile à comprendre. Qu'il sente que quelque chose n'est plus comme avant, c'est absolument clair, mais en plus c'est très très sûr
Enfin, un animal, moi je disais toujours à mes élèves, tout le monde dit l'évolution a pour but d'adapter de mieux en mieux les animaux, etc. Mais c'est complètement ridicule. Les animaux sont tout le temps adaptés. Un ver de terre est adapté à la terre d'une manière telle qu'il est mieux adapté que moi dans ma vie. Donc que ça change, c'est manifestement pas pour l'adapter mieux. Là, on est à nouveau devant quelque chose de très très difficile à penser. Parce que qu'est-ce qui fait que la vie soit une telle profusion? Elle est à la fois, on est en plein paradoxe. La vie, c'est à la fois la profusion absolue et l'économie la plus drastique. Je me souviens qu'un ami me montrait au Cap Nord. Le Cap Nord, c'est très haut dans la latitude. Et il y avait des rochers, etc. Et il me disait, tu as vu les lichens? Alors, il y a des lichens qui sont de l'ordre du demi-millimètre. Il me disait, tu as vu, ça, c'est vivant. Ça vit alors que la température est la moitié de la moitié, les 3/4 du temps en dessous de zéro. Et il réussit à vivre. Donc, à la fois profusion, la forêt vierge, etc. Et à côté de ça, une économie, une capacité de vivre avec un minimum de minimum. Je me souviens d'avoir été absolument émerveillé quand j'ai compris que les orchidées sont d'abord une espèce. Les orchidées, c'est probablement en végétaux, c'est le type de fleur la plus répandue au monde. Il y en a de toutes sortes, il y en a des grandes comme ça, des verts comme ça. Bon. Et tout ça vit sans puiser l'énergie dans la terre. Les orchidées vivent de l'air. Elles vivent exactement d'amour et d'eau fraîche. Les molécules d'eau leur apportent ce qui leur permet de vivre, et elles ont des racines. Les orchidées fleurs qu'on vend chez le fleuriste, elles ont des racines, mais c'est des racines pour se tenir. Elles ne tirent pas la nourriture de Vous voyez, c'est étrange parce que je suis presque obligé de me mettre à parler de la vie, de la merveille qu'est la vie, pour que vous ne compreniez pas que ce que je dis, c'est de dire que nous autres êtres humains sommes tellement mieux, etc. Non. Nous avons une particularité tout à fait curieuse, tout à fait étonnante, qui est justement le fait que nous avons un écart possible avec la vie. La question de... Vous savez, ce livre est une intelligence au sens que ça nous met sur la voie d'une possibilité de compréhension de la vie comme cette merveille dont je voudrais bien que vous compreniez que je ne cesse pas de la souligner. Bon, encore peut-être une question encore, oui? Oui, je me demandais en fait si le fait que, si la question pour nous, c'est le fait qu'on ait conscience d'exister, qui fait qu'il y a une distance, que l'animal, il vit, mais il n'a pas forcément cette conscience, donc il n'y a pas ce décalage entre être dedans, sortir... C'est encore trop, comment dire, cette façon de présenter les choses ne permet pas... vous rajoutez quelque chose. Le corps n'est pas conscient. Il existe. Il n'est pas conscient. Il n'a pas besoin d'être conscient. La conscience est une espèce de c'est très bien, c'est tout à fait, surtout pas dire du mal, enfin, mais c'est pas par là. L'existence est plus fondamentale que la conscience. Je me demandais si... L'animal vit comme nous existons.
Vous comprenez ce que je veux dire là? L'animal vit comme nous existons. C'est aussi premier. Et en tout premier, c'est le corps qui existe. Et l'une des... Enfin bon, non, mais ça, je vais m'arrêter parce qu'il faut qu'on laisse un peu la place. Merci tout d'abord à François pour son ouverture. Je crois qu'avec avec ce qu'il a dit, on est tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va pouvoir continuer sur sa lancée. Merci. Alors, bonjour à tous. D'abord, merci à toi, Ingrid, pour ce livre qu'on attendait. Je dois dire qu'on l'attendait à deux égards. D'abord, on attendait ton livre, en registre philosophique. On attendait vraiment ce livre, et on attendait ce livre sur le corps, qui n'existe pas, en fait, en France. Et je ne sais pas s'il existe tellement ailleurs, mais il n'y a pas de livre de cette nature, il n'y a pas de livre de cette ampleur qui pose les problèmes de façon aussi diversifiée, aussi ouverte. Il n'y a pas réellement, actuellement, dans le champ philosophique, de livre qui ouvre ces questions. Alors, maintenant, il existe. Donc, merci pour ça. J'ai pas vraiment de questions précises, pointues, c'est pas du tout de cet ordre. Je suis juste là pour te donner la possibilité de parler, donc moi je vais dire presque rien. Il y a une chose qui me frappe, c'est à quel point le livre embrasse de thèmes divers. À première vue, quand on parcourt la table des matières, et en même temps, quand on le lit, c'est un livre qui rassemble des textes, mais qui est incroyablement composé. Et le fil conducteur, c'est le corps, c'est l'intelligence du corps. Et est-ce que tu peux dire comment précisément ça te permet d'embrasser des choses qui vont de la question de l'interprétation qui ouvre le livre jusqu'à la pensée, la danse, l'amour, la maladie, les couleurs. Tu vois, cette composition du livre et cette composition unitaire, au-delà ou à travers cette diversité prolifique. Je vais essayer de dire quelque chose. C'est composé pas comme un ouvrage académique, c'est composé plus d'une manière un peu rhapsodique. C'est-à-dire que c'est composé musicalement un peu en abordant d'abord l'interprétation, en ouvrant par l'interprétation, non pas parce que notre corps interprète le monde ou est notre interprète dans notre relation au monde et aux autres, ce qu'il est lui aussi, mais parce que le corps mérite d'être interprété et que tout rapport juste à la corporéité, à la présence que nous avons au monde, en passe par que, reprenant une expression que je dois à Maldini, ce que j'ai appelé la pièce maîtresse de notre factivité. C'est-à-dire, j'ai voulu penser le corps non pas comme corps d'un sujet, ou alors comme corps d'un sujet bien compris, comme dirait Heidegger, c'est-à-dire comme corps du Dasein, comme corps de l'être au monde. Voilà, je suis partie de là. Essayons de bien comprendre le sujet, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il ne soit pas le sujet cartésien, mais qu'il ne soit pas non plus le sujet comme une monade sans porte ni fenêtre. Hein, et essayons de faire en sorte que ce corps soit vraiment une possibilité d'être mutuellement en présence. Bah, c'est un petit peu comme ça qu'on se rencontre aussi. Hein. On voit, tiens, tu as changé de lunettes. Fabrice aussi, il a changé de lunettes. Donc, on se rencontre hein, mutuellement, et puis c'est aussi le lieu de l'avoir-lieu de notre présence au monde. Donc, c'est quelque chose de décisif. Hein, et qui nécessite d'être interprété. Alors, qu'est-ce qui est interprété?
pourquoi est-ce que je reviens à cette histoire de l'animal qui vous tarabuste tellement donc quand on parle du corps, on en vient tout de suite à l'animal. Et François a raison de dire que l'animal, d'une certaine manière, n'a pas de corps. Nous sommes un corps, mais nous avons aussi un corps. Nous sommes le corps que nous avons. C'est beaucoup plus complexe que le simple fait d'avoir un corps. Et qu'à de certains moments, quand ça fait mal, c'est lui qui nous a. C'est même pas nous qui l'avons. On est eu par... on est tenaillé par la douleur, par exemple. Donc, alors, pour ce qui est de cette composition, donc je suis partie de l'interprétation parce qu'il faut interpréter quoi? Il faut interpréter quelque chose qui peut-être n'a pas été dit même par Merleau-Ponty, même par Husserl, qui pourtant sont à cet égard des gens sans qui j'aurais pas pu faire un pas, qui ont déjà amené cette chose muette jusqu'au sens, jusqu'au dire, mais qui néanmoins n'ont pas pensé le sentir. Je voulais m'en tenir au sentir. Si je pense à ce que dit Merleau-Ponty du corps, je serais tentée de dire qu'il a pensé essentiellement d'abord la perception. Or, la perception, c'est une manière de dépasser le sentir dans une dimension connaissante. Or, moi, je voulais faire un pas qui rétrocède, revenir en amont de cela, et essayer de voir ce que ça donnerait si nous tentions de penser ce que c'est qu'un corps qui sent et qui ressent. Parce que ce que l'animal fait, peut-être il sent, mais d'abord il sent tout autrement que nous. Comment pouvons-nous pénétrer une manière d'être qui n'est pas de l'intérieur habitée par le langage? C'est presque impossible, il faut être poète pour cela, pour dire l'animal. C'est vraiment aux limites de ce qui est dissible. Or nous sentons, ressentons, et nous avons la faveur de pouvoir dire tout aussi bien, puisque ce que nous ressentons, nous le ressentons aussi du fait qu'il est toujours déjà parlé en nous. Ce n'est pas simplement que nous le parlons après coup, c'est que ça s'est dit. Ça nous a été dit, ah tiens, quand nous étions petits, on nous a dit, dis donc, t'as bien l'air en colère aujourd'hui. Hein? Comment tu me parles? Bon, et nous avons compris que nos intonations, c'était de la rage rentrée, etc. Et tout ça, effectivement, fait que nous avons interprété nos émotions, nous les avons dites, elles ont été étayées par ces échanges qui sont des échanges d'accordage mutuel. On pourrait dire que quand deux personnes sont d'accord, vous les voyez, elles sont assises l'une en face de l'autre. Bon, évidemment, si on médite, on est tous d'accord, parce qu'on est tous dans la même position. Mais quand des personnes dans une conversation ne sont pas en accord, vous remarquerez souvent qu'elles n'ont pas la même posture. Alors que les personnes qui sont en accord, je ne sais pas pourquoi, mais elles se mettent bizarrement, dès lors qu'on les regarde, à adopter une posture symétrique. Et on sent très bien ce que ressent quelqu'un qui est en face de vous, s'il est réceptif, s'il est en accord, etc. Or, tout ça fait partie de l'intelligence du corps, de cette intelligence. Alors, comme François a dit, c'est bien l'intelligence, non seulement que nous avons du corps, mais que le corps a de notre rapport mutuel et du rapport au monde. Alors, évidemment, comme le souligne Adrien, le livre est composé, mais il ne dit pas tout. Par exemple, il y a des choses sur l'espace, etc., qui mériteraient de faire l'objet d'un développement à part, d'un livre à part, etc. Donc, c'est un peu un choix. Alors, ça s'est ordonnancé, en fait, dans ce rapport au sentir, qui a été le centre de tout, et puis au fond, je suis repartie d'Aristote pour composer le livre. Que fait Aristote? Il fait exactement ce que nous faisons à l'école maternelle, parce que ça vient d'Aristote. C'est-à-dire qu'il prend les sens avec leurs sensibles, les sensibles qui correspondent. Aristote n'isole jamais
la sensation. Il prend toujours le sens avec le sensible, c'est-à-dire l'œil avec la couleur, enfin, le visible, ce qui se donne du fait de la visibilité, etc. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, je vais reprendre un petit peu les sens. Puis je me suis aperçue qu'à la fois c'était possible et en même temps c'était pas possible. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas possible. Parce que si on prend chaque sens séparément, dans la vue, le visible, le goût, l'olfaction, les odeurs, etc., etc., le toucher, le tangible, etc. Bon, on pourrait continuer et puis ajouter un sixième sens dont Aristote ne parle pas, le sens du mouvement, qui est lié aux découvertes de Sherrington, c'est-à-dire à la sensibilité neuromusculaire, hein, et puis toute l'équilibration, toute la joie qu'on a dans le mouvement, etc. Donc c'est encore une autre manière, un autre sens. Ça ne va pas parce que dans la vie, quel que soit le plan qu'on adopte pour un ouvrage sur le corps, il sera mauvais. Il faut que ce soit un plan un peu rhapsodique, parce que dans la vie, tous nos sens coexistent, sont là en même temps. On n'est pas tout d'un coup, sauf dans de rares circonstances, sourd, et puis disponible uniquement pour voir, etc., etc. Donc on ne peut pas séparer et appréhender les choses du point de vue des performances que ferait le corps. Ça serait un petit peu naïf ou scientifique, disons. Donc j'ai pris les choses par un autre bout. Et le bout par lequel j'ai pris les choses, ça a consisté à montrer que tout sentir suppose un ressentir qui me donne quelque chose du monde, me restitue le monde comme une tonalité. Alors il y a des tonalités chromatiques, il y a des tonalités sonores, il y a des tonalités... Et tout ça me fait dire, ah ben, c'est agréable ici, ça craint pas. Voilà, ça c'est une tonalité, ça craint pas. Mais la tonalité opposée, qui consisterait à dire courage, fuyons, c'est ça craint. Ici, partons tout de suite. Et là, c'est quelque chose de très vrai. Hein. C'est pas parce que c'est une tonalité qu'il faut que vous compreniez, mais c'est subjectif, etc. Non. Si à la sortie d'une boîte, ça craint, il faut vraiment prendre ses jambes à son cou et s'en aller, parce que ça veut dire que l'atmosphère est glauque et qu'on est en danger. Et cette alerte-là, on la reçoit à tout moment. C'est de cela que nous vivons à tout instant. Autrement dit, à tout instant, nous vivons de ce que Heidegger nous a enseigné sur les tonalités, sur la Stimmung, sur le rapport au monde. Tout rapport au monde se colore d'une certaine tonalité. Or, cette tonalité, elle est liée à la manière dont ma factivité suppose, comme pièce maîtresse, un rapport au corps, si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai plus ou moins répondu à... C'était pas une vraie question, donc... Si, je pense qu'il y a une chose que tu peux dire, développer, c'est le fait que ce corps soit présent dans tout le livre, à travers toutes sortes de textes et à travers ce que tu dis, pour lever une ambiguïté qui nous caractérise, en plus nous occidentaux, c'est pas un corps physique. Si on ne lit pas un livre, parce que un livre sur le corps, tu peux t'attendre, on est surdéterminé d'avance, tu comprends, quand on entend ce mot, et la raison pour laquelle justement le livre parle de tellement de choses qui concernent l'existence, et aussi la raison pour laquelle il est tellement incarné dans son écriture, ça c'est une des merveilles du livre, que c'est profondément écrit et incarné par l'écriture, c'est que c'est pas un corps physique. Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord avec cela. En effet,
si on dit c'est pas un corps physique, on va penser, bah alors c'est métaphysique. Je veux dire, il est ni physique ni métaphysique en fait. Voilà, oui. Alors là, je serais beaucoup plus d'accord, évidemment. Ça veut dire que il est éminemment physique, puisque c'est un corps. Il est tellement physique qu'on pourrait dire que sa physiologie, son anatomie sont la condition insubstituable de toute existence. Je ne peux pas prétendre exister en niant les possibles de mon corps. C'est pourquoi mon corps n'est pas simplement un organe de ma volonté, comme dirait Husserl. Husserl a tendance un petit peu à voir le corps comme un organe de ma volonté. C'est un organe de ma puissance impuissante, c'est-à-dire au fond, c'est ce que je peux et que je ne peux pas. C'est pas un organe de ma volonté parce que je suis pas une poupée Barbie et si bon, ça tout le monde l'avait remarqué, mais au moment où je veux tourner mon coude, je ne vais pas pouvoir le tourner à l'envers. Donc il y a des possibles que je n'ai pas en tant qu'être humain. Et je pense que même le léopard qui est très souple ne pourra pas faire ce qu'il veut de ses pattes. Donc il y a quand même un corps physique, il y a un corps physique et anatomique. Et je pense qu'il est très précieux. J'avais même acheté, à vrai dire, pour ne rien vous cacher, au moment où j'étais dans mon premier travail sur le corps, qui correspondait à un moment d'élaboration d'un travail académique qui était plutôt une thèse, j'avais acheté, ça m'avait fait très peur, un diagnostic neurophysiologique de toutes les maladies, alors avec une carte du cerveau, etc. J'avais regardé, je trouve ça magnifique, évidemment. J'avais regardé, bon, c'est un truc épais comme ça, chez Dubuc ou je sais pas quoi. Je dis, oh là là, mais dans quoi je me suis lancée? Évidemment, bon, c'est... Enfin, je veux dire, cela existe. C'est pas le corps dont nous existons et que nous existons. C'est exactement le corps qui correspond à ce que les géographes du corps, les anatomologistes, les physiologistes ont répertorié en tant que, etc., cartographié de telle et telle manière. Seulement, moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi ce corps cartographié de telle et telle manière nous ouvre au monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'avoir du plaisir? Qu'est-ce que c'est qu'un plaisir vraiment humain? Parce que souvent, quand on parle de plaisir, on commence à juger son plaisir, au lieu de dire ce que c'est, ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est que déguster? Par exemple, il se trouve que la philosophie a beaucoup magnifié des connaissances qui sont, pour ainsi dire, non plaisantes et non douloureuses. Autrement dit, des connaissances, elle a un idéal de connaissances qui serait à la limite insensible. Alors, elle dit, si on a du plaisir en même temps, ça trouble la connaissance. Mais non, tout sens engendre du plaisir ou du déplaisir. Mais du fait que le goût et l'olfaction en engendrent beaucoup, on a longtemps considéré ces sens, et à cet égard, Aristote et Kant disent presque la même chose, comme des sens qui seraient métaphysiquement inférieurs, surtout pour l'olfaction. Or, l'olfaction, on voit très bien Proust nous parler de l'olfaction, et on voit qu'un monde s'ouvre là-dedans, et un monde à la fois visuel, on est à Tansonville, il y a, je ne sais pas, le buisson d'Églantine, bon, et on voit que tout un monde s'ouvre. Donc il n'y a aucune raison, on pourrait dire que aucun sens n'est de telle sorte qu'il ne soit pas affecté. On est affecté, bien entendu. Mais ce n'est pas un malheur. La connaissance n'est pas simplement quelque chose qui s'étalonne, comme le taste vin va goûter le vin pour le recracher ensuite et vous dire quels sont les composants et analyser. Non, on peut très bien goûter une saveur sans être capable nécessairement d'objectiver, voilà ce qui se ressent à ce moment-là, et que cela ouvre tout au contraire à tel vignoble, tel terroir, mais aussi tel rapport au monde, telle conception du dionysiaque, enfin ça peut aller très très loin.
c'est pourquoi le corps, on pourrait en dire évidemment, là c'est tout petit échantillonnage de ce qu'on peut en dire, mais ça ouvre tellement que, en fait, il faudrait ne pas dissocier l'âme et le corps, quoi, si on voulait vraiment en parler de manière satisfaisante. C'est ça la difficulté, il ne faudrait pas les dissocier, au fond, même le formuler, c'est ce que tu en parles dans tout le livre, c'est-à-dire même formuler d'emblée les choses comme ça, c'est passer à côté, parce que si on dit, tu vois, et même là, j'ai essayé de dire, alors, ce corps, ça n'est pas le corps physique, alors tu dis, bah oui, mais il n'est pas non plus métaphysique, bien sûr, alors, oui, il n'est ni l'un ni l'autre, en fait. Ça, c'est il ce n'est que pas dans disait cette dimension. Sartre, il disait, bah, c'est la chose psychique par excellence, mais non, c'est pas la chose psychique par excellence, le corps, c'est le corps, il est d'abord et avant tout physique, justement. Et c'est pour ça que c'est très difficile de ne pas reconduire une sorte de dualisme qui ne soit pas un dualisme des substances, mais une sorte de dualisme de point de vue. Je ne voulais pas reconduire le dualisme cartésien en disant, chez Descartes, il y a deux substances. Il y a, si vous voulez, la substance pensante et la substance étendue. Et on pourrait dire que dès lors que j'ai une étendue, que j'occupe un volume, voilà, je fais partie de la substance étendue, et que le corps est plus du côté de l'étendue. Non, notre corps est tellement singulier parce qu'il n'est pas du tout étendu comme la table a de l'étendue. Il a un rapport au lieu, donc ça change tout. Et effectivement, c'est très difficile. À chaque fois, on est obligé de reformuler les choses autrement. Oui, et le terme d'existence, au fond, c'est là ce dont a parlé François, et c'est ça le cœur. On peut dire que dans tous les textes, tu prends un soin très méticuleux à montrer comment on reconduit le corps à l'existence, à l'être au monde, et que cette dimension proprement humaine, qui là n'est pas animale, elle n'est ni corporelle, ni psychique, elle est les deux à la fois, c'est ça que tu fais tout le temps. Après, sur l'existence, j'ai encore une question un peu plus précise, parce qu'il y a encore un autre niveau de sens dont tu parles, on verra ça après, mais c'est l'existence le point de... Oui, c'est l'existence, ou plutôt l'existentialité du sentir. C'est-à-dire que dans le fait de sentir, il y a déjà un rapport à l'être. Il n'y a pas qu'un rapport à ce qui est, à l'étant. Par exemple, au carnet noir et de mosaïques colorées, enfin, voilà, mon petit carnet de notes. Il y a un rapport à l'être. Pourquoi ? Et ça, Aristote, il est vraiment très très fort là-dessus. Il est au seuil de le montrer, vraiment. Il n'est pas très loin. Parce que quand on touche, par exemple, pour qu'on puisse toucher quelque chose, il faut que notre tact, le tact c'est le toucher en exercice selon le Littré, puisse aussi avoir un rapport au rien de tangible. Notre toucher est ouvert au rien de tangible, est ouvert à ce qui est susceptible d'être touché. Mais du fait qu'il est ouvert au rien de tangible, il ouvre sur une autre dimension. Exactement comme nos yeux peuvent ne rien voir. On n'y voit rien. Le fait qu'on voit, la visibilité, autrement dit, se donne. Qu'est-ce qu'on voit ? Aristote dit, mais c'est génial quand on y pense. Comment il dit ça ? Il faudrait vraiment, moi j'aurais pu me contenter de faire des notes au traité de l'âme d'Aristote. Tu l'as déjà fait. Oui, mais ça aurait suffi, à la limite, si les notes avaient été plus longues. Il dit, on voit autrement. C'est-à-dire, il dit qu'on voit pas seulement la couleur, on voit autrement, l'homme voit autrement. Comment ça, autrement ? Il voit qu'il y voit.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à voir, ou qui éventuellement qui circulait, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire, là, Aristote est en train de nous dire qu'il y a un rapport à l'être. C'est ça l'existentialité du sentir, qui s'ouvre dans l'expérience sensible. Et ça, c'est ce que l'animal ne fait pas. C'est ça que l'animal ne ressent pas. Il voit ce qu'il y a à voir, mais il ne voit pas qu'il n'y a rien à voir et qu'il y a à voir de la visibilité. Elle est là, la différence. C'est un abîme, hein, cette différence. C'est énorme. Ce n'est pas un petit détail. Je suis d'accord pour dire qu'on partage énormément de choses avec nos amis les bêtes, même avec une murène qui n'est pas particulièrement affriolante quand on la croise en plongée, mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas partager. Et c'est justement la grâce de l'animal de ne pas avoir à être en contact avec ça, avec l'être. C'est ça sa grâce, qui nous recolle avec la vie. Quand on n'a pas le moral, hein, voir un chat jouer, mais c'est extraordinaire. Il ne se pose pas de questions. Quand est-ce qu'on en sera là, hein? On n'aura plus besoin de coussins de méditation. Tu parles de l'existentialité. Dans le texte, j'ai trouvé dans le texte sur la maladie, tu essaies de... Enfin, c'est pas tu essaies, pardon, tu montres très bien comment cette existentialité, là c'est un terme un peu technique, comme ça tu vas pouvoir en dire quelques mots, ça n'est ni la dimension de l'existence au sens où on l'entend habituellement et donc éventuellement psychologique. C'est un des écueils dont tu parles, et dans les pages sur la maladie, c'est vraiment très très concret, et ça n'est ni, évidemment, l'approche physiologique, dont tu montres aussi sans cesse les limites. Alors comment tu pourrais dire ce que c'est, au fond, cette existentialité qui n'est ni l'entente courante de l'existence et de ce qu'on entend tous un peu par ce mot, et ni la physiologie et les sciences de la nature? C'est à la fois l'entente courante de l'existence, mais dans ce qui la fonde, dans ce qui la rend possible, tout simplement. C'est le même rapport qu'il y a entre l'anxiété, la peur et l'angoisse. L'angoisse, c'est ce qui fait que nous avons peur. Si on ne prend pas l'angoisse d'une manière psychologique, c'est-à-dire si on ne la ramène pas à de l'anxiété. C'est pourquoi dans la maladie, d'ailleurs, je suis repartie de ce que Heidegger dit sur l'angoisse. Parce que ce que Heidegger dit sur l'angoisse, c'est très très parlant pour la maladie. Parce qu'on a l'impression que qu'il veut bien faire le partage, il dit voilà, l'angoisse n'est pas un phénomène physiologique, hein, il le dit, il le précise. Mais pourtant, dans la maladie, qui est quelque chose qui n'est pas nécessairement anodin et dont tout le monde, tout être humain a nécessairement une expertise là-dessus, hein. C'est comme le corps, hein, il suffit de s'interroger sur soi-même. Nous sommes les experts de toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de se faire expertiser pour savoir de quoi il retourne avec cela. C'est ça qui est merveilleux avec cette question justement du corps. On ne va pas la chercher ailleurs. La maladie, il y a ceci de très particulier, c'est qu'elle peut très bien nous détourner de la dimension existentielle dont tu parles, de l'angoisse d'ailleurs, du rapport à la finitude, à la mortalité, et elle peut très bien faire le contraire, peut très bien nous y ramener, mais d'une manière presque salutaire, dans un sauf-qui-peut énorme. Quelquefois d'une manière tragique, parce que quand on y est ramené, quelquefois c'est trop tard. C'est un petit peu ce que raconte l'écrivain Zorn à propos de son cancer, ou Kafka à propos de ses poumons.
Quand il écrit à ses parents, il se rend bien compte que c'est tout autre chose qu'un problème de poumon. Il le dit. Alors effectivement, oui, c'est très difficile. Et d'ailleurs, la chose médicale est peut-être la chose la plus difficile. C'est comme l'enseignement, finalement, c'est vraiment des métiers qui se font in partibus, in fidelis. On n'y arrive pas. On échoue forcément. Parce que ce qu'on enseigne aux médecins, c'est quelque chose d'un peu vétérinaire. C'est une médecine un peu vétérinaire. Et ce que le malade voudrait qu'on reconnaisse, c'est les questions qui se posent, c'est pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi cet organe, qu'est-ce que ça signifie, quel est le sens. Or, lui seul détient une partie des clés, mais en même temps, ça se présente un peu comme énigme. Quelquefois, ça se passe dans son corps et les examens sont là avant même que lui-même ne sache un peu. Or, donc il est comme devancé par le médecin sur un certain plan, alors qu'il s'agit de son intimité. Donc vous voyez, il y a tout un tas de paradoxes là qui se donnent et qui font que c'est une des choses qui mériterait le plus d'être mieux pensée, ce que c'est qu'être malade, parce que quand on voit comment on est soigné, il y a de quoi enrager totalement. Et en même temps, je me rends compte que c'est très difficile. Tu parles du destin dans le texte sur la maladie, un endroit qui est... Du destin ? Du destin, oui. Comment la maladie est un destin, et alors évidemment pas du tout au sens habituel d'une fatalité, etc. Oui, c'est quelque chose qui tout d'un coup se destine à nous et fait partie justement de cette factivité, mais au lieu d'être sur la factivité, ça ouvre à la liberté. Mais la liberté, c'est aussi un certain nombre de possibles qu'on a et qu'on n'a pas. Or, Heidegger dit bien dans un discours de réception qu'il fait au mariage d'amis médecins, il dit bien quelque chose à propos de ça, que la maladie, c'est comme une sorte de diminution d'un certain nombre de possibles, quelquefois. Et puis en même temps, ça peut réouvrir, je pense qu'en même temps, ça peut réouvrir de nous, si on a le temps de s'approprier, ça dépend aussi du tempo de tout ça, mais des possibles nouveaux. Il y a des gens qui sont ressaisis et qui ont vraiment fait un tournant de leur existence à l'occasion de maladies. Je lis constamment cela. Dès que je lis une biographie, je vais directement à cet endroit. Alors, quand est-ce qu'il va dire qu'il a été malade et que ça a tout changé? Et parce que j'ai remarqué que c'était l'occasion de revirement. Et effectivement, il y a un côté destinal là-dedans. Oui, là, ce texte-là, il est vraiment exemplaire de la façon dont tu travailles. Réincarner le corps dans cette existence, dans ces tonalités. Il y a une page aussi, moi, que je trouve sublime, ça c'est juste pour vous le signaler, c'est dans le texte sur les couleurs. Quand tu repenses toutes les distinctions traditionnelles des couleurs, à partir des tonalités et les distinctions que tu fais, je vais vous donner la page, pour ceux que ça m'intéresse, vraiment lisez-la, c'est page 86. Et on a vraiment une redécouverte des couleurs et de la manière de les penser. Tu veux dire un mot de ça? C'est superbe cette articulation que tu fais là, avec la tonalité, l'éclat, la saturation, et pas les qualités perceptives traditionnelles au fond. Oui, alors là, ça, je crois que c'est quelque chose que tous les peintres ou tous les gens qui travaillent avec des gemmes ou avec des tissus ou ont l'habitude d'expérimenter. Ils ne travaillent pas uniquement avec la nomenclature des teintes et avec un nuancier, ce qu'il faut faire aussi à l'occasion. Mais ils travaillent aussi avec ce qu'ils appellent, par exemple, le peintre peut
les valeurs. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur d'une couleur? Par exemple, une couleur, elle peut être saturée, ou elle peut être délavée, elle peut être pâle. Enfin, saturée, ça ne veut pas dire qu'elle soit sombre. Hein. Par exemple, j'avais un pull. Tu peux me passer mon pull qu'on envoie? Merci beaucoup. Merci. Bon, ça, on ne peut pas dire que ça soit sombre. Hein. Mais c'est saturé quand même. C'est un bleu vraiment profondément bleu. Il n'est pas délavé, il n'est pas pâle. Une couleur délavée, c'est une couleur qui n'est pas du tout saturée. Donc on peut travailler à partir de la saturation, mettre les couleurs en rapport, quelle que soit leur teinte, en fonction de la saturation, de la non-saturation, etc., etc. Donc on peut voir les couleurs dans ce rapport au tact et à la vision qu'elles ont en elles, parce que ce que Baudelaire dit à propos des couleurs, c'est qu'elles sont la puissance du calorique. C'est très beau, alors vous allez me dire, mais enfin, il y a des couleurs froides. Eh bien oui, il y a aussi des couleurs froides. Mais, alors, elles ont toujours quelque chose de spatial, les couleurs. C'est-à-dire que, selon le rapport qu'elles instaurent à une autre couleur, la même couleur va ou s'en aller vers la profondeur, ou venir vers moi à la surface, me donner une idée de volume, si vous voulez. Donc, c'est avec ça, enfin c'est avec ça, non c'est pas avec ça, mais c'est de cela que le peintre travaille. Nous voyons tout cela, nous ne voyons pas que les nomenclatures des teintes que nous apprenons à dénommer. Nous voyons tout cela à la fois. C'est pourquoi dans un tableau abstrait, est évidemment dit abstrait, est extrêmement concret, puisqu'il met à nu toutes ces tonalités qui émanent soit d'une couleur, soit du rapport des couleurs entre elles, et qui sont liées en effet à trois qualités. D'ailleurs, il y a des langues où il n'y a que 3 mots pour dire les couleurs, hein. Il n'y a que 3 teintes. En réalité, ce ne sont pas 3 teintes. Quand dans une langue africaine, il y a 3 mots, il y a le rouge, le noir et le blanc, mais on comprend très bien ce qu'ils veulent dire. L'extrême obturation, c'est le noir, le rouge, c'est l'éclat, et le blanc, c'est tout ce qui est délavé et pâle. Mais on voit bien qu'ils n'ont pas que 3 couleurs, mais qu'ils ont 3 mots pour dire les couleurs. Donc c'est très simple. Les gens qui croient que, ah oui, les Africains ne voient que 3 couleurs, non, c'est pas possible. Ça serait une erreur. Donc, alors là, c'est ce que je crois les anthropologues ont appelé des universaux panhumains ou un truc comme ça. Enfin, ils ont une manière de dire. On peut juste dire avec toi que là, on voit très bien que c'est pas une question de perception, mais de monde. Oui, c'est la manière dont tu en parles, on est tout de suite dans le monde. C'est pas. C'est très peu visuel d'une certaine manière. Parce que quand c'est saturé, bon, il y a une charge ostensive telle que, bah oui, on la prend en pleine gueule, la couleur. Enfin, voilà, il y a une tonalité qui va avec, il y a un climat affectif, hein, tout ce qu'on veut, un climat du monde, quoi. Si c'est sombre, c'est sombre. Une couleur sombre, bah, ça nous assombrit. Une couleur, au contraire, pleine d'éclat, etc. Bon, moi, je suis mal placée pour parler du sombre parce que je suis assez souvent en noir, mais c'est vrai que, bon... je pense que ça parle de soi-même. Une dernière, c'est possible ? Il y a une autre chose qui, alors peut-être ça nous ramène un petit peu à la question d'avant, mais qui me frappe, et ça traverse tout le livre aussi, c'est la façon dont cette intelligence du corps dont tu parles nous oblige à abandonner le concept traditionnel de cause et de causalité,
Encore une fois, ça tu le montres à travers de nombreuses situations. Est-ce que tu peux dire un mot de comment ce que c'est que cette causalité traditionnelle, comment elle formate notre monde, notre rapport au monde, et comment justement le corps nous accule à y renoncer? La causalité, je pense que j'en parle surtout, d'abord du point de vue général, quand on parle de cause, quand on ne précise pas de quelle cause il s'agit, c'est toujours, en Occident, en philosophie, c'est toujours la cause efficiente. C'est toujours l'auteur. Hein, l'auteur, c'est-à-dire une conception un peu restrictive de la causalité, parce qu'il y a d'autres manières de concevoir la causalité. Pour ça, je crois que j'en ai parlé à propos de la maladie, notamment. Dans le texte sur l'amour aussi, par exemple, il y a des endroits. Oui. Là, c'est quand je me suis... Sur l'impulsion, sur tout ça. Oui, je me suis un petit peu bagarrée avec la psychanalyse. Donc, je pense que la psychanalyse n'est pas très loin. Elle se trompe d'autant plus qu'elle est tout près de nous dire ce qu'il en est, par exemple, pour le sens de la maladie. Elle nous permet de formuler des choses, de dire, de raconter, etc. Sauf qu'à un moment donné, il y a toujours cette idée de cause qui revient. La cause, ce n'est pas le sens. Si on cherche une causalité psychique, on n'est pas dans la question du sens. Il faudrait vraiment se libérer de l'idée de cause pour pouvoir vraiment lâcher l'idée de cause, pour pouvoir vraiment chercher le sens. Par exemple, je vous donne un exemple. Le sens, ça peut être simplement une synchronicité. Vous racontez un rêve à votre analyste, et puis vous demandez, est-ce que c'est le sens, est-ce que c'est ça le sens qu'il a? Dites-moi, vous, docteur, qui en savez plus que moi. Vous dire, non, écoutez, c'est le sens que vous lui donnez maintenant, et c'est ça qui va faire sens. C'est l'essentiel est là. Voilà, il va vous dire, si c'est un bon thérapeute, il va vous dire, ce sont des synchronicités. Par exemple, nous avons un neveu qui s'est éteint la semaine dernière, et le jour où il s'est éteint, dans mon jardin, il y a un pavot qui a fleuri. Et c'était le premier pavot de tous les pavots qui étaient encore en bouton vert. Et il y a, pour ceux qui connaissent, un recueil du poète Paul Celan qui s'appelle « Pavot et mémoire ». Ah, j'ai dit oui. Ah, ça ne m'étonne pas. Et puis j'ai pensé à ce pavot, j'ai dit, voilà, il est parti et le pavot a fleuri. Et aussitôt j'ai pensé, ça fait sens, oh là là, pavot et mémoire. Et je me suis remise à prendre le livre Pavot et mémoire, comment ça se fait que ça s'appelle Pavot et mémoire, etc., etc. Et puis j'étais vraiment très très surprise de ça. Enfin, je ne savais pas. Je veux dire, le sens, c'est le sens. Je suis partie de l'interprétation parce que ne cherchez pas le sens ailleurs que dans l'idée de le recevoir, d'être prêt à le recevoir et en même temps de vous dire que vous y coopérez. C'est-à-dire que c'est le sens que vous prêtez aux choses et que les choses vous prêtent. Il ne faut pas se soucier de la... Enfin, si on est dans le souci d'une causalité, je pense qu'on manque peut-être la dimension du sens. Et la dimension du sens, elle a à voir évidemment avec, on y revient, l'existentiel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je crois que quand tu as dit la cause n'est pas le sens, c'est le point d'orgue. S'il y a des questions. Mais est-ce qu'on pourrait dire que le corps est mouvement, parce qu'il est toujours en réaction avec l'espace, avec le volume,
En fait, il bosse tout le temps, le corps. Ah oui, bah oui, pour moi, c'est pour ça. D'ailleurs, il y a un chapitre final qui s'appelle Apprendre à penser, c'est apprendre à danser. C'est pas moi qui le dis. Hein, c'est très joli. C'est une phrase de Nietzsche. Ben, Nietzsche a dit aussi, si vous ne dansez pas en une journée, c'est une journée perdue. Ah bon? Oui, il a dit ça aussi. Et il y a une autre phrase aussi qui dit « Le corps est le gardien de votre vérité ». Ouais. Mais c'est un gardien qui a besoin d'être gardé aussi, lui-même. J'avais une question par rapport à la causalité, le sens. Ça m'interpelle, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre, en fait. Et je me disais, est-ce que, de ce que je comprends, est-ce que pour vous, la causalité, si on cherche, on est malade, on dit, bah oui, c'est parce que, c'est comme si on cherchait une causalité, un peu une raison objective, quelque chose qui, bah oui, quand on fait ça, bah il arrive ça, et que le sens, c'est plutôt, je sais pas, ce qui fait sens pour nous, sans que ce soit quelque chose d'extérieur. Enfin, j'arrive pas bien à... Oui, non, mais... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, oui, c'est pas très clair pour moi. Bah, je pense que vous avez raison, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas précisées. En fait, j'avais deux idées à vous exposer et je les synthétisées en une seule. Je voulais dire qu'il y a plusieurs causalités. Par exemple, la médecine hippocratique ou l'homéopathie, ou etc., reconnaissent qu'il y a dans les maladies des facteurs qui sont liés à l'environnement, le mode de vie, le travail, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc., etc. Bon, toutes ces causes-là, c'est pas... Alors que dans la médecine technique contemporaine, bien qu'on réintroduise cela, on a tendance à chercher le coupable. Par exemple, le virus de sida. On ne vous parlera pas du mode de vie, etc. On vous en parlera, mais accidentellement. Or, il y a, comme le disait Aristote, il y a plusieurs causes. Et une des causes, c'est en vue de quoi on fait les choses. C'est-à-dire, en réalité, il y a aussi l'idée de finalité dans l'idée de cause. Mais dans le monde moderne, au moment où on fait fabriquer des bombes, la première chose, c'est pas de demander à quoi ça sert, c'est pas de demander en vue de quoi. Vous voyez, c'est demander comment on va faire pour que ce soit un explosif qui marche bien, etc. Donc voilà, il y avait plusieurs idées. Une de mes idées, c'était de vous dire il n'y a pas que la cause efficiente, il n'y a pas que l'auteur. Parce que le modèle de la cause efficiente, en réalité, c'est Dieu. C'est une idée de cause très théologique, hein, l'idée de cause efficiente. On cherche l'auteur. Et l'auteur, c'est bien une idée moderne pour ça, et c'est bien une idée cartésienne, parce que quelles sont les racines de l'arbre de la science chez Descartes? Une des racines, c'est existence de Dieu. Donc c'est l'auteur, le créateur lui-même. Donc, vous voyez, ça c'était un des aspects que je voulais aborder, puis je n'ai pas bien expliqué, parce que j'étais pressée de vous dire en même temps que, outre la cause, il me semblait que le sens était quelque chose de plus énigmatique, mais en même temps de plus fondamental que la cause. Mais dans le sens, je sais pas si... J'ai l'impression qu'il y a le mot interprétation. Dire qu'on cherche ou une interprétation qui ferait sens. C'est-à-dire qu'alors que la cause, c'est comme ça que je le comprends, c'est quelque chose qui est un peu fixe, quoi, qui est un peu d'un bloc. Finalement, c'est pas plus fixe parce que vous savez, pour trouver les causes, il faut interpréter. Le médecin est interprète des causes. Donc, si vous avez le sentiment que la causalité, c'est objectif et c'est rassurant, et que le sens, c'est arbitraire et c'est faux, ce sentiment-là, il faudrait l'enlever complètement.
C'est pas ça que je veux dire. Ah bon? Ah non, non, pas du tout. Non, non, au contraire. C'est plutôt le sens. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait sens pour nous. C'est un travail d'interprétation qui est plus fin que la cause. Mais je ne sais pas si je m'égare un peu là. Je ne suis pas sûre. Pas forcément. Pas forcément, ouais. Non. Quelque chose qui travaille. J'arrive pas bien à mettre le doigt dessus, mais bon. Non, mais par exemple, quand tu dis que la maladie a à voir avec l'existence et avec le destin au sens où tu en as parlé, d'un point de vue causal, c'est inintelligible, ça c'est irrecevable. Jamais un médecin qui pense en termes de cause efficiente stricte ne peut recevoir une phrase de ce genre. Or, du point de vue du sens, comme tu le disais, c'est-à-dire du point de vue de la finalité, là, ça s'ouvre, c'est-à-dire ça a à voir avec le sens de l'existence tout entière. Et même si la causalité efficiente se présente ou a tendance à se présenter comme la vraie raison, unique, seule, et puis scientifique et positive, tu soulignes et tu parles de cette autre dimension qu'on ne peut pas appréhender et qui n'est pas non plus arbitraire, c'est-à-dire on ne peut pas dire n'importe quoi dans l'horizon du sens. C'est ce dont tu parles dans le premier texte. Il y a des règles d'interprétation, il y a toutes sortes de règles pour qu'elle soit libre, mais enfin, elle ne peut pas être arbitraire non plus. Voilà la scission dont on parle. Il y a des règles, mais les règles ne servent à rien. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on est près du sens et qu'on n'est pas dans l'arbitraire, on arrive à le savoir à peu près. Toutes les règles qu'on se forge pour interpréter, ça ferait de l'interprétation une technique, et en général, dès que ça devient technique, ça devient machinal, donc c'est faussé. Donc ou on a le titre, ou on ne l'a pas. Il y a quelqu'un qui m'avait beaucoup impressionné, quand je l'ai lu, c'est Françoise Dolto. Parce on dirait qu'elle a le génie du sens que ça a pour l'être humain qui est en face de lui, d'elle. On dirait qu'elle se met à la place de l'enfant, ou elle a ce génie-là. Mais ce génie-là, on l'a ou on ne l'a pas. C'est-à-dire que si on a une méthode, enfin je veux dire, c'est pas en faisant des études de psychanalyse que tout le monde peut devenir, d'analyse ou de je sais pas quoi, ou une analyse, Françoise Dolto, je veux dire, et d'ailleurs elle met toujours en rapport ce qui se passe dans la construction de l'enfant avec ce qui se passe dans l'élaboration de son rapport aux autres et du corps. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est tout à fait fondamental, c'est que notre corps parle des premiers autres qui nous ont soignés ou pas, et aussi de notre rapport mutuel, c'est-à-dire notre coexistence. Et pas seulement quand on aborde la question d'Eros. En fait, ça en parle en permanence. Le toucher parle. Le geste là qui est tellement, dont toute la philosophie française se casse les dents à essayer de nous expliquer ce geste-là. Et puis Heidegger, en une seule phrase, dans Qu'appelle-t-on pensée, puis aussi dans le Parménide, mais dans son cours sur Parménide, il nous dit ce que c'est ce geste. Il ne fait pas un grand développement pour dire la main touchante, la main touchée, et puis bon, pour Merleau-Ponty, ça nous ouvre à la déhiscence de toute chair, parce que la main est tour à tour touchante et touchée, elle ne peut pas être les deux à la fois, alors cette esquisse de réciprocité dans le sentir ne s'achève jamais, etc. Et puis, Heidegger, il nous dit, la main s'offre et se reçoit dans l'autre. Une très très belle phrase, elle s'offre et se reçoit dans l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette étreinte, au lieu d'être mutuelle, elle se referme sur soi. Et à la fois... et là, il n'a plus besoin des termes organiques. Alors,
chez Husserl, c'est les kinesthésies. Alors les pôles du mouvement, justement, les kinesthésies. Alors c'est toujours ramené aux kinesthésies, etc., touchant, toucher. Alors c'est très compliqué parce qu'on a l'impression qu'il faut constituer le corps, le Leib, le corps vif, comme je dis moi, le corps qui existe. Il faut le constituer. Mais non, il n'y a pas à le constituer. S'il fallait le constituer, on ne serait pas des êtres humains. Il est toujours déjà constitué. C'est ça la factivité, c'est ça le cœur de la factivité. C'est qu'on n'a pas à le constituer. Et il se dépasse toujours, il n'y a pas une main organe et une main qui serait vivante. Une main coupée, dit Aristote, n'est pas une main. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vivante. Donc il est toujours déjà constitué, on ne le constitue pas. Ça, c'est typiquement le genre de faux problème dans lequel on entre quand on fait de la philosophie. Alors on transpire, on lit 30-50 pages de Husserl, on dit oh là là, j'ai pas tout compris, je vais reprendre. Puis on s'aperçoit qu'il y a 200 pages encore, et puis qu'il y a 4 commentateurs sur ce passage, et on est complètement affolé, on se dit mais qu'est-ce que c'est compliqué. Puis au fond on se dit mais non, mais il faudrait peut-être le dire autrement. C'est là qu'on voit que le corps physique ou le corps métaphysique demande à être construit théoriquement. Il n'existe pas ce corps en réalité. C'est pour ça que c'est insoluble de ce point de vue-là. Ben oui, disons que la métaphysique a tendance à fictionner un peu le corps. C'est très beau aussi, mais et après, il faut défaire tout ça pour arriver à dire les choses autrement. Donc ça complique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de la poésie du corps, le corps poétique, dans la mesure où une personne va faire un mouvement pour dire au revoir et une autre personne va faire un autre mouvement. Donc, il y a quand même une poésie. Parce qu'il ne va pas avoir le même moyen de communiquer. Avec sa main ou avec ses yeux ou avec... Moi, personnellement, j'ai rien contre la poésie. Bah alors, on peut parler de corps poétique. Oui, mais quand mon voisin pète ou mange ses crottes de nez au volant de sa voiture, c'est pas ce qui est prépondérant, mais effectivement, c'est... Non, bien sûr, bien sûr. En même temps, il y a l'agacement aussi, qui fait partie de... Je pense que la poésie, ça suppose déjà les mots, M-O-T, S, donc oui. Je vois ce que vous voulez dire. Oui, Sylvie. Je voudrais poser deux questions en fait. Une première question, comme tu as dit, au fond, quand on est les experts en fait de notre propre corps, et je me demandais si le simple fait que face à des experts entre guillemets, on soit destitué, si tu veux, oui. Ça permet, enfin, est-ce que ça autorise pour autant à dire qu'on est les experts de son propre corps, alors que, en fait, enfin, là où j'ai pas vu la nécessité, si tu veux, de ce que tu disais, c'est que, à mon avis, je comprenais bien que on pouvait, face à ce genre de destitution, dire, en fait, on en a l'expérience. Donc, oui. Mais je pensais que toi, tu allais de l'expérience à l'expertise et tu disais, on en est les experts. Et au fond, peut-être que après, dans le cadre de l'expérience, par exemple, de la confrontation de la maladie, etc., on en devient les experts, mais que, en tout cas, au départ, simplement, ce qui est en jeu, c'est plutôt... c'est ce que montre, si tu veux, aussi le film de Nanni Moretti, là, Caro Diaro. Bon, au fond, c'est plutôt le morcellement du corps par les experts et qui fait que du coup,
les experts n'ont plus affaire à un corps, ils ont affaire à un organe, etc., etc. Et que nous, on a l'expérience de l'indivisibilité de notre propre corps, et éventuellement après confronté à tel ou tel... Oui, en fait, tu as tout à fait raison, parce que là encore, j'ai voulu dire deux choses que tu me permets de bien dissocier. J'ai voulu dire qu'on en avait une expérience dont l'expertise prétendait nous déposséder à de certains moments, et que c'était à nous de réaffirmer cette expérience en disant que nous étions les experts. C'est ce qui revient à dire ce que tu dis en fait. C'est que cette expertise n'est pas une expertise objectivante et scientifique qui au contraire, qui morcelle mais c'est une expérience et elle est insubstituable. C'est-à-dire que personne ne peut savoir à notre place.